C'est bon pour tout le monde? Non, je vois que trois personnes. Quatre, il m'en manque une. Tout le monde arrive dessus ou il y a quelqu'un qui bloque? Moi, je suis pas encore. Ok. Je vais te dire, où est-ce qu'on met le code sur le site? Hop, À gauche, là, sur la page de gauche. moi Ah, je toi, plein tu l'as milieu. en haut. D'accord, ok. Bon, après, ça dépend de la taille de votre écran. C'est Ah, rejoindre un événement. je vais le dire, Et le code, c'est LDYRTA. C'est bon, Walter? Ouais, C'est ouais, ça bon. charge. Je te vois. C'est parti. Quels anciens outils ont déjà provoqué une externalisation cognitive? Le boulier, l'imprimerie, Wikipédia, Waze, il peut y en avoir plusieurs. Et allez-y, je vous laisse répondre. Ah, Wikipédia, c'est pas ancien. Ouais, enfin, quels outils? Enfin, c'est pas de 2025 quand même. Tu peux mettre Wikipédia dans les bonnes réponses. Mettre Wikipédia, même si c'est pas ancien. Ça reste. Donc c'était tout était juste. Le boulier pour c'est l'ancêtre de la calculatrice, hein. Finalement, c'était un moyen de nous aider à calculer et de pas faire de fautes. L'imprimerie de transmettre notre savoir par l'écriture, qui a été une des premières révolutions de transmission du savoir. L'encyclopédie Wikipédia, qui a beau être critiquée, qui est quand même plutôt très juste, assez fiable, à part sur les personnalités publiques, où il y a des jeux d'influence. Euh, mais c'est quand même plutôt bien sourcé. Il y a une vraie communauté qui travaille dessus. Oui, c'est décrié, parce que parfois ils font des erreurs, mais dans l'ensemble, c'est plutôt quali. Et Waze, qui est notre GPS. Pour l'anecdote, j'ai été livreur de pizza il y a 25 ans. On n'avait pas de GPS à l'époque, il fallait qu'on apprenne les rues de 4 villes par cœur pour pouvoir livrer les pizzas et pas trop se perdre, sachant qu'il y avait un plan de la ville devant l'hôtel de ville. Donc il fallait sinon savoir où était l'hôtel de ville dans chacune de ces 4 villes pour retrouver le plan. Mais qu'aujourd'hui, je ne connais pas grand monde qui, à part peut-être les parents de ma chérie, qui prennent encore des cartes dans leur voiture, qui roulent sans GPS, sachant que Waze, il y a une IA derrière hein, qui vous indique le meilleur chemin possible, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur pour vous. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans un bouchon de retour de vacances où il vous dit de prendre les petites routes pour éviter le bouchon, et en fait les petites routes sont aussi bouchées, ce qui fait que l'ensemble ira plus vite, mais pas vous nécessairement. Derrière, vous voyez des voisins qui sont sur Waze à qui on ne dit pas de prendre la petite route et vous dites mais pourquoi? Ben, en fait, c'est qu'ils cherchent à enlever une partie des voitures du circuit principal pour mettre sur le circuit secondaire, mais que ça se trouve, vous mettrez plus de temps qu'en restant sur le circuit principal. Donc, c'est drôle la confiance qu'on fait aux outils aujourd'hui sur cette externalisation cognitive et le fait qu'on ne sait plus se débrouiller sans GPS. Ça pose des vraies questions par rapport à l'IA en fait sur cette externalisation cognitive, d'où il faut quand même garder les compétences, nous, des rédactions, de raisonnement, rien que pour être capable de mettre des bons prompts déjà. Il y a même une question éthique, parce qu'on peut dire que finalement, le gouvernement français abandonne son pouvoir à une société externe qui n'est même pas française pour gérer le trafic sur son territoire. Oui, après on a des alternatives. On a du Coyote qui est français mais qui est plus pour gérer les radars. C'est ça. Il y a du Google Maps qui est aussi américain. Oui, ils sont israéliens à la base. Ouais, c'est ça. Je sais Euh, pas si ça l'est toujours, mais. je sais pas s'ils ont été rachetés ou pas. Aucune idée. Moi, je Euh, regarde. Juste une précision, il faut Oui, enlever le mot ancien oui, parce que sinon on coche pas Wikipédia et Waze. tout à fait. Je vais le faire. J'ai bien entendu ta remarque, c'était une bonne idée. Et sur Waze, attention, il y a une fake news qui est passée récemment, comme quoi il y a des gens qui créent des faux bouchons pour vous faire prendre des détours et vous envoyer des cul-de-sac. Nous, après vérification, c'est quelqu'un qui a raconté ça sur TikTok, c'est pas vérifiable. Ce serait très 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 dur à faire. Et en France, il y a peu d'endroits où il n'y a pas de GPS pour vous indiquer la route, enfin pas de flux, pas de connexion GPS. Parce qu'il disait qu'à un moment, ça vous perdait et que le GPS ne répondait plus.
C'est pas possible en France, ça, parce qu'il n'y a On pas de peut pas territoire où on couverture a. à 100% en France. Ouais. Voilà. Donc, ne pas non plus avoir peur de Waze pour des choses fausses, mais euh, on lui fait trop confiance selon moi et on fait trop confiance à l'IA selon moi aussi. Deuxième question. À qui appartiennent les visuels qu'on crée avec IA? Les visuels, les vidéos, même les podcasts d'ailleurs. À l'éditeur du logiciel, au prompteur, à l'éditeur et au prompteur ou à personne? Est-ce que vous vous rappelez? Il manque deux personnes qui n'ont pas répondu. Quatre et c'est Ah fini. merde, je me suis trompé. Ça fait rien. C'est bien à personne. Euh, J'avais un alors, doute. dans 99,9% des cas, il y a un Chinois et un Polonais qui ont réussi à obtenir des droits d'auteur sur une image qu'ils ont générée par IA, mais ils avaient fait un prompt d'une page et plusieurs itérations sur l'image avant de la publier. Et ils ont réussi à démontrer que c'était bien leur œuvre à eux et qu'il y avait une création artistique derrière. Euh, En Europe, en tout cas, le droit d'auteur ne peut appartenir qu'à une personne physique et non à une personne morale. Donc, dans la plupart des CGU ou CGV de ces logiciels, ça va être écrit que ça leur appartient à eux et que tout ce que vous produisez leur appartient. C'est pas possible. Ils peuvent pas réclamer des droits d'auteur, eux, en tant qu'entreprise, sauf dans le cas, une exception qui est l'œuvre collective, mais ce qui n'est pas le cas là. C'est l'œuvre collective, c'est si vous êtes dans une entreprise et vous êtes plusieurs à travailler sur le même e-learning et on n'arrive plus à savoir qui a écrit quoi parce qu'en fait, on a pris un style tous identique pour écrire dans cet e-learning. À la fin, c'est l'entreprise qui peut demander des droits d'auteur si quelqu'un va plagier cet e-learning. Mais dans tous les autres cas, si en plus vous arrivez à définir ce que vous avez fait vous dans l'e-learning, c'est du droit individuel et ça ne peut appartenir qu'à une personne. Sauf que dans le cas de ce qu'on crée avec IA, on ne peut pas démontrer la partie artistique, créative du prompteur. Enfin, c'est très dur. Donc pour l'instant, toutes ces œuvres sont un peu accessibles à tous et n'appartiennent à personne. Ce qui n'empêche qu'on va pas nécessairement vous les copier. Mais en tout cas, c'est. Alors, et si, autre exception, c'est si vous avez fait exprès de plagier un style et que l'IA l'a fait, genre Ghibli, où là, ils avaient clairement entraîné ChatGPT sur le style de Ghibli, parce qu'il le fait très très bien, et que vous en faites une affiche publicitaire, que vous en faites quelque chose d'externe visible, les ayants droit de Ghibli pourraient vous attaquer pour plagiat, même si c'est ChatGPT qui vous l'a fait. À vous de faire attention quand même aux usages, si on peut retrouver, reconnaître facilement un artiste derrière votre réalisation. Normalement, dans les outils sérieux, ils ont bloqué ça, mais faire attention. Quel outil permet de générer du texte et d'utiliser des prompts? Plusieurs réponses sont possibles. Claude, Gemini, DeepSeek ou Fireflies. J'ai pas mis ancien, t'as vu, Walter. Comment? Je n'ai pas mis ancien cette fois-ci. Ouais, ouais. J'ai que trois réponses et les bonnes réponses sont les suivantes. 4, ça y est. Ah, Ah, vous avez oublié Gemini. Firefly, c'est un outil que moi j'utilise pour enregistrer mes visios. Alors, il n'y a pas vraiment d'outils, il n'y a plus d'outils gratuits, ou sinon vous pouvez avoir ouais, des je outils, connaissais mais pas ça, donc. genre 5 minutes par jour. Celui-ci est très bien, il coûte 10 euros par mois, si je dis pas de bêtises. 10 $ par mois. En pro, c'est largement suffisant. Vous pouvez enregistrer autant de visios que vous voulez. Et moi, j'utilise beaucoup dans le cadre de Calliope, pour les formateurs qui sont présents ici. Parce que ça me permet de faire tous mes cadrages comme ça, en fait. Je fais une visio avec le client, je lui demande ce qu'il veut, j'enregistre et je mets ça dans mon outil Calliope en trace comme quoi j'ai bien fait mon cadrage. Plus tout ce qui est suivi commercial, plus même on fait nos entretiens avec nos étudiants aussi à l'école en suivi de formation avec Fireflies, comme ça nous permet d'avoir une trace Calliope, de montrer qu'on a fait cet entretien et de faire un feedback automatisé, sachant qu'après, si on veut jouer, cet outil-là va être dans Zapier ou dans d'autres outils d'automatisation pour dire, bah maintenant tu m'envoies le feedback directement dans Digiforma ou dans Airtable, qui est votre outil où vous stockez votre trace Calliope. Ça, c'est si on veut aller un peu plus loin et que c'est utilisé par beaucoup de gens. Ce qui n'est pas le cas chez nous, pour l'instant, on fait le copier-coller à la main. Est-ce que Euh, c'est un... Pardon Sylvain, est-ce que c'est un Vas-y, outil qui te permet de faire des résumés aussi de ce qui a été... tout à Et... fait. Ouais, ok. Mais attends, je vais te Les montrer. actions à mettre en œuvre et tout ça?
Oui, Ouais, ok. vraiment très complet. Tu as la retranscription complète qui est là, où tu peux chercher les infos dedans. Tu as ici ton résumé avec les décisions qui ont été prises, les objectifs de la réunion, ce qu'on a vu. Et normalement, tu as ton plan d'action à la fin avec ce que doit faire Walter et ce que doit faire Sylvain. Et tu choisis si c'est envoyé aux deux ou seulement à toi. Ok. Et après, tu peux l'exporter, tu peux partager ça aussi à un collègue si t'es pas présent pour qu'il ait les infos. Et tu peux l'exporter, ta transcription en PDF si tu veux après utiliser un GPT dessus parce que tu as mis plein, enfin, tu as fait un webinaire et tu veux te récupérer ta transcription, tu mets dans GPT pour qu'il ait toutes les infos et qu'il puisse être un chatbot d'aide pour les participants au webinaire s'ils ont des questions sur celui-ci. Donc vraiment complet et pour 10 euros par mois, moi, il fait le boulot. Ouais. Ok. Je l'aime bien. Claude, donc c'est Anthropique. Intéressant. C'est aujourd'hui encore le meilleur outil pour coder. C'est l'outil le plus fiable sur de la fake news pour info, sur les tests qui ont été faits. Pour autant, il fait pas d'image. Alors là, il s'est connecté depuis peu à Excel, PowerPoint et Word, donc j'ai pas retesté ces fonctionnalités-là. Il paraît que ça marche très bien. Pour autant, je trouve qu'il écrit un peu moins bien maintenant que GPT, qui fait pas d'image et qui fait pas les GPT, enfin les custom GPT. Donc, je trouve un peu moins complet, mais c'était l'outil que j'utilisais le plus en début d'année et 2024. Je n'utilisais que Claude, que je trouvais meilleur. Pour l'instant, il est passé en deuxième, voire en troisième position, parce que celui qui devient ultra puissant, c'est Gemini. Ah ouais, ouais. Très, très Et en complet. fait, Euh, Gemini, il est complet et en fait, il a une facilité de. Tu le trouves sur tous les terminaux Google, hein, le téléphone, Google Nest et tout ça, donc il est super accessible en fait. Tout à fait. Et il fait de l'image. C'est le meilleur outil aujourd'hui de retouche d'image avec Nano Banana. Vraiment bluffant, parce que vous pouvez... je vais vous montrer. Euh, je lui ai donné cette image de base et je lui ai demandé de me créer un fond type Alors, c'est trop beau. téléshopping et après de me mettre un objet dans les mains, un mixeur, j'avais demandé, Putain, que c'est c'est bien un beau. mixeur, et ça garde bien, enfin, ça garde bien son t-shirt, ça fait pas de faute. Alors j'ai un petit souci de doigt quand même là, qui est un peu bizarre dans la façon dont je le tiens, mais Bon, c'est propre quand même, hein. Mm. GPT sait pas faire ça, Pas à ce par point-là, exemple. parce que GPT, j'ai voulu faire des bandes dessinées, je t'ai envoyé par mail Oui, et j'ai dû tout retoucher dans Photoshop, hein. mais sur Et de la pourtant, photo, il va transformer les images, il va transformer les visages, il va faire ouais, des ouais. transfos, là où Gemini, il fait de la retouche. Et assez balèze. Et Donc, pourtant, sur ChatGPT, pour faire la BD, j'en ai fait des prompts et des tests. Et, enfin, je crois il mémorise tout ce qu'on a fait. Et quand je vois tout ce que j'ai généré, enfin, j'ai dû ouais. faire des centaines de BD avant d'arriver à un résultat où je me suis dit, bon, ça c'est propre, je peux le retoucher dans Photoshop. Gemini, vous faites aussi, c'est aussi le notebook qui est derrière Gemini. C'est aussi Google AI Studio si vous voulez faire de la retranscription d'un webinaire. Vous mettez votre MP3 ou MP4, enfin votre enregistrement audio ou vidéo dans Gemini, et il peut retranscrire jusqu'à 1 heure d'audio. Ah ouais. Donc assez intéressant et très très juste. Franchement, tu donnes les noms des deux personnes qui parlent, il te fait le truc, c'est nickel. Il peut aussi te faire des sous-titres du coup. Tu peux demander de faire des sous-titres en te mettant le timecode. Donc il est vraiment, c'est le meilleur aujourd'hui pour faire ça. Et vraiment, ils se font la chaîne complète de tous les outils bureautiques IA dont tu as besoin. Donc vraiment à utiliser, à regarder. Et DeepSeek, c'est le chinois, qui est open source, que vous pouvez installer sur votre ordi, qui marche, qui est un SMOD, le model language, donc qui est pas un large, qui est intéressant pour ça. On ne sait pas s'il y a des backdoors ou pas. Ça n'empêche que vous pouvez l'avoir sur votre ordi sans être connecté à Internet. Il parle un peu moins bien, il fait pas d'image, mais si on veut être sur une IA frugale et éthique sur le côté open source, dans le sens où c'est chez vous et les données sont pas partagées, DeepSeek peut être intéressant à connaître. Et moi, j'avais utilisé dans un cas de fact-checking, et ça a été le meilleur pour trouver dans un document très long, enfin, sur des documents lourds et longs, c'est lui qui avait été le meilleur pour trouver l'élément. Alors, c'était ça. Je vous montre le doc parce que le doc était costaud. C'était un journal qui était numérisé de 1924 et du coup il est horrible
en termes de numérisation. Vous voyez, c'est dur à lire. Et GPT-Claude n'arrivait pas à trouver cette phrase Between the government which does evil. Et lui me l'a trouvée, il m'a dit où elle était. Et elle était bien fin de la page 8. Et je l'ai trouvée, je sais plus, par là, je crois. Et c'est le seul à l'avoir trouvé. Donc, ça m'arrive d'aller dessus, mais vous le voyez, j'ai très très peu de conversation. Euh, Ça m'arrive rarement. C'est quand GPT et Claude n'arrivent pas à faire une tâche complexe, bah, je vais parfois sur DeepSeek voir si lui y arrive. Donc, à connaître. Ce qui est effarant, c'est qu'en fait, il y a tellement d'outils IA aujourd'hui, alors il y en avait quasiment aucun, en tout cas pas grand public il y a quelques années. Ouais. Et aujourd'hui, dès qu'on tape IA, dès qu'on cherche un outil, en fait, on a du mal à vraiment savoir lequel choisir tellement il y en a, quoi. Ouais, celui sur lequel vous êtes à l'aise. Après, des gros comme Gemini, Claude ou ChatGPT, ils seront toujours dans le top 5 parce qu'ils ont les moyens d'être dedans. Et parce qu'ils sont Et utilisés, du coup, ça s'auto. ouais, ça s'améliore aussi Ouais, voilà, c'est ça. régulièrement. Et si vous avez bien pris en main, parce qu'ils ont quand même tous leur spécificité un peu, leur façon de travailler, leur façon de réfléchir. Si il y en a un avec lequel vous êtes à l'aise et qui vous fait toujours du bon boulot, c'est pas grave si c'est le deuxième ou le troisième dans les classements. Ce sera le meilleur pour vous. Quel outil est conçu pour créer des supports de présentation interactifs et visuellement attractifs? Runway, Kimi, Autrice ou Lumen 5? Alors, je suis pas sûr que vous les ayez tous vus. Moi, c'est ceux que je présente et que j'aime bien. Je crois que c'était les Medfire. Mais il y a un piège. Ouais, ouais, il y a un piège. Il n'est pas facile. C'est plutôt Kimi, mais du coup que vous connaissez pas. Ah non, je connais pas, non. Kimi, qui est un outil qui crée des supports de présentation. Vous avez un Kimi Slide qui est là. Et je vais vous montrer. J'ai demandé une présentation sur la sécurité sociale. Donc, soit tu apportes ton document en disant bah, fais-moi une presse comme dans Gamma, soit tu demandes sur un sujet, il te l'écrit, tu peux le compléter, le modifier. Et après, tu dis bah non, tu me fais mes slides. Et je vous montre à quoi ça ressemble. C'est assez sympa visuellement. Un peu kawaii, enfin un peu choupi, un peu. Mais ça change. C'est du format PowerPoint, donc vous pouvez pas le modifier dedans. C'est pas un outil de conception, enfin de modification. C'est un outil pour générer. Après, vous le sortez en PowerPoint et vous modifiez ce que vous voulez dedans. Mais gratuit, chinois, quand même, dans les précisions. Mais que moi, je le trouve assez beau. Et ça change un peu de Gamma qui. Enfin, moi, j'utilise tellement que je le vois de partout. Celui-là, c'était sur quoi? Sur l'école 3A? Ah, mais j'avais pas fait après le support. Mais voilà, je trouve plutôt cool. Et vous avez la main quand même pour choisir le contenu avant qu'il propose les slides. Voilà. Mais que je vous recommande à tester, parce que ça, c'est un qu'ils vont pas connaître, par exemple, chez nos amis de Certifopack si vous présentez celui-là. Enfin, si vous utilisez celui-là pour faire votre présentation. Runway, c'est un outil qui fait de la vidéo. Vous apportez une image, alors il fait. Pardon, Pardon? Sylvain. Kimi, il est gratuit? Oui, Ouais, ok. tout à Merci. fait. En tout cas, pour l'instant, il y a pas de plan payant. Ok. Comment ils gagnent de l'argent? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Non, mais en fait, c'est gratuit tant qu'ils ont besoin de se construire une base de données, puis après, ils font des packages pro pour avoir plus de fonctions, quoi. Alors, je vois qu'ils ont. Tu peux upgrader ton plan. Qu'est-ce que tu as en plus? Ils vont pas te mettre comme GPT des limites par jour. Au bout d'un moment, ils vont te dire bah maintenant t'attends 6 heures avant de revenir. Capriri, il fait de la recherche approfondie. Il fait plus de recherche approfondie. Et après, tu as accès à l'API. Du coup, tu peux intégrer Kimi dans tes outils à toi. Voilà leur plan à eux, pour l'instant. On verra comment ça évolue. De toute façon, ils perdent beaucoup d'argent tous, hein, pour l'instant. Faut quand même en avoir conscience. Euh, Pardon, j'ai une question. En fait, là, j'ai essayé d'aller voir DeepSeek. Et en fait, quand on tape DeepSeek dans la barre de recherche Google, Depsek, ouais. ouais, on tombe sur plein de sites en fait que mon navigateur refuse. Enfin, il y a des Ah trucs, ouais? C'est pas quoi. le tout premier là qui est là-haut? C'est celui avec la Ben, baleine. il est chinois. Oui. Enfin, il est un chinois. On peut pas le mettre en français, alors c'est ça? Si tu vas dessus, il va se mettre il va te proposer en français ou tu vas trouver une langue là. Ouais, je peux le mettre en anglais.
mais je peux pas le mettre en... Bon, enfin, en anglais, déjà, c'est Euh, pas mal. Après, tu dois pouvoir le traduire en faisant clic droit, traduire en français. Ouais, ok. Il va te le mettre en français. Ok, ok. Merci. Mais c'est celui-ci qu'il faut prendre si vous testez DeepSeek, parce qu'effectivement, il y en a plein qui sont proposés. Parce que comme c'est un open source, potentiellement, c'est Ah pas sûr que oui, ce soit DeepSeek, eux, tu vois. Ils d'accord, sont ok. basés dessus, mais c'est pas la boîte de Ouais, ouais. départ. Ok. Donc Runway Vidéo, ils font pas de voix pour l'instant, mais ça vous fait des clips vidéo de 10 secondes à partir d'une image ou d'un prompt. Assez quali. Mais enfin, si on n'est pas vidéaste, si on n'est pas spécialiste de la vidéo, on va quand même galérer parce qu'on ne sait pas créer des plans entre les images, on ne sait pas générer un vrai scénario de film en fait. Donc ce sera quand même moins bien, mais c'est un outil qui est intéressant. Autrice, c'est un outil e-learning français, Smartch. Alors il coûte 1 000 € par an, mais il est là pour concurrencer Genially et Storyline. Là où moi je le trouve super intéressant, c'est qu'il a vraiment mis au cœur de son produit l'accessibilité. Dans Autrice, vous pouvez, enfin, l'apprenant peut demander à ce que le contenu soit transformé s'il est dyslexique, s'il est daltonien, s'il est malvoyant. Et ça génère Pas le seul à automatiquement le une faire, hein. voix. Pardon? C'est pas le seul à le faire, hein. Ok, qui d'autre fait ça? Alors, je sais plus, mais la dernière fois, Anthony nous avait dit ça, et Et puis on c'est avait celui-là. utilisé. C'est celui-là dont il nous a parlé, Anthony. C'était autrice. C'est Oui, oui, celui mais qu'on a testé. il nous avait donné toute une liste de produits, de sites, et je l'ai plus en tête là. Je Ok, peux chercher, le retrouver, mais il y en avait un autre qui proposait ça également. ok. Bah, de toute façon, ça va être un peu une obligation là. Depuis juillet 2025, les grandes entreprises sont obligées de mettre au cœur de leur stratégie numérique l'accessibilité. Mais Autrice est un des premiers. C'est hébergé en France, il travaille avec le ministère des Armées, donc c'est clean en termes d'usage de données et tout ça. Et je trouve l'outil intéressant et joli. Enfin, ça change des e-learning moches. C'est pas mal. Et Lumen 5, d'où c'est pas complètement faux ce qu'on dit Lumen 5, parce que c'est un outil qui va générer de la vidéo un peu comme sur Instagram, avec des images qui changent toutes les 3 secondes et un texte en gros écrit dessus, plus une voix off. Euh, et ça pour créer des intros de cours ou des résumés de cours ou une petite capsule historique sur une partie. Dans l'e-learning d'Anto, il y a pas mal de vidéos faites par Lumen5. C'est plutôt joli, pas très dur à prendre en main, et ça marche plutôt bien. Donc ça pouvait être considéré comme un support de présentation, mais c'est pas vraiment un outil qu'on explique, c'est un outil qu'on diffuse et qui est très descendant. Ok. Quels outils d'IA on peut utiliser pour générer des images, des schémas ou des BD? Plusieurs réponses sont possibles. ChatGPT, Ideogram, Syllab et ou Gemini. Et la bonne réponse était tout ça. Donc ChatGPT, vous l'avez vu. Idéogramme, a priori, vous l'avez vu avec Anto, parce que tout le monde a vu juste. Syllab, c'est la version française, qui est pas mal. Il y a une version gratuite qui est assez complète et vous pouvez aussi faire un peu de la retouche d'image dedans. Je peux vous le montrer. La différence par rapport aux autres, c'est que dans Syllab, quand vous créez une image, il va falloir choisir un modèle d'image. Et donc, du coup, ça va être directement vous le mettre dans un univers que vous avez pré-choisi. Ce qui peut être intéressant en fonction de ce que vous voulez faire. Mais les images sont bah, comme du chat GPT, plutôt propre maintenant. On arrive à faire des choses sympas. Oh, bah, les deux filles de gauche, elles ont la même tête, hein. C'est vrai. Il y en a une qui est cheveux roses et l'autre qui est en cheveux noirs. Euh, mais du coup, en fonction des styles qu'on choisit, on va avoir des choses très 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 différentes. Ouais, ouais, c'est très bien, hein. Et dedans, on a une partie édition où on peut aussi choisir de modifier l'image. Je vous fais un exemple live qui est rigolo. Une note de frais. Hop. On va lui demander là de mettre une plante. Ça sert strictement à rien. Je brûle la palette pour rien, mais c'est pour vous montrer. Donc vous dites à quel endroit vous voulez le modif et il va nous proposer la modif. On va le laisser faire, je vous montrerai dans quelques secondes dès que c'est prêt. Et Gemini, bon, on en parlait tout à l'heure, ils font de la retouche d'image maintenant. Vous pouvez créer des images dedans. Et c'est plutôt très bien fait. Je n'ai pas mis, parce que je ne maîtrise pas bien, mais pour la BD, potentiellement, Canva va être très puissant.
parce qu'il va vous faire les images et il va vous créer les bulles où vous pouvez écrire votre texte. Parce que le problème de GPT, c'est que dans le texte, il va mettre des pétouilles, il a beau maintenant bien écrire, il fait quand même encore des erreurs. Là où Canva, c'est vous qui allez écrire le texte, donc du coup, il va juste générer les images avec les bulles. Donc intéressant quand même à connaître et à tester, parce que de plus en plus puissant. Bon. Et Canva, c'est un outil qu'on peut valoriser pour l'assertif ou pas? Tout à fait. Parce que j'ai essayé d'utiliser Prezi et je sais plus quel autre, je Outil crois de que c'est Gamma présentation, App, ouais. Mm. pour faire une frise. Ouais, Et en fait, j'ai pas réussi, donc je me suis dit, bon, bah, je vais demander à ChatGPT. Et il m'a dit d'utiliser Canva et j'ai réussi à faire ce que je voulais. ça se valorise dans ton dossier sans souci. D'accord. J'ai trouvé d'ailleurs au passage que Gemini et ChatGPT sont incroyablement rapides à répondre. C'est Oui. ahurissant. Quelles analogies illustrent bien l'usage de l'IA dans le cadre pro? C'est un peu comme une calculatrice, c'est utile si tu maîtrises les bases. C'est un peu comme un stagiaire, ça bosse vite, mais faut relire. C'est un peu comme une baguette magique, t'as rien à faire, tout est parfait. Ou c'est un peu comme un trou noir cognitif, plus tu externalises, moins t'apprends. On a répondu bravo, et il y avait trois bonnes réponses. C'est le boss de Mistral, là, Arthur Mensch, qui l'a dit, je trouve ça assez bien. Il dit attention, l'IA peut te faire perdre des neurones dans le sens où si tu externalises tout, si tu utilises mal, bah, tu vas rien apprendre et rien comprendre. Par contre, c'est un vrai exhausteur d'apprentissage si c'est là pour t'aider, c'est là pour aller plus loin. Donc tout dépend de ton usage, mais on voit aujourd'hui qu'il y a des usages où des gens, bah, pour ceux qui sont profs et qu'on fait travailler leurs élèves à la maison et qu'après ils doivent faire l'exposé à l'oral, on voit qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils racontent, quoi. Enfin, dès qu'on pose une question, ils sont paumés. Donc il y a ce côté un peu trou noir, faut faire attention. Moi, parfois, je le prends aussi comme un stagiaire parce que ça bosse vite, mais il faut quand même relire, faire gaffe à ce qu'il met, parce que il peut inventer, il peut dérailler, même si on met des prompts très complets. Et c'est avant tout pour moi une super calculatrice, c'est super utile quand on maîtrise les bases et quand on est capable de lui faire des feedbacks sur ce qu'il a produit et surtout de lui exprimer clairement ce qu'on veut. Parce que la calculatrice, si vous ne mettez pas la bonne opération, bah, elle ne vous donne pas le bon résultat. L'IA, c'est un peu pareil. Je rebondis sur ce que tu dis, Sylvain, et moi je vois de plus en plus dans les écoles dans lesquelles je bosse le retour en grâce de l'oral, Bah, de toute façon, c'est le où en seul moyen fait, d'évaluer. à chaque épreuve, en fait, tu es obligé de maintenant de remettre un oral, parce que c'est le seul moyen de voir, entre guillemets, et de mettre l'étudiant face à son trou noir, ou pas. Voilà ma plante qui est arrivée. Donc, j'avais pas bien Ah. décrit ma plante, hein, mais il m'a mis une plante. Mais qui est bien intégrée dans mon image, qui est pas très jolie. Il n'y a pas grand intérêt, mais qui est là. Euh, oui, oui. Aussi, je sais pas si vous avez vu ça avec Anto, les outils de détection d'IA, autant sur l'image, c'est plutôt juste. Attention néanmoins, ça détecte aussi les images qui ont été upscalées par IA. Upscalées, c'est-à-dire qui ont été améliorées parce que c'était un petit format. Par exemple, là, sur le tueur de Charlie Kirk, les premières images qui sont sorties, c'est des images de vidéosurveillance, donc on le voyait très pixelisé. Donc, ils ont utilisé des IA pour reconstituer son visage, mais au final, c'était pas son visage. Ce qui était très dangereux parce qu'on pouvait, du coup, bah, potentiellement se dire que c'était son voisin qui avait tué Charlie Kirk alors qu'il était pour rien, juste parce qu'il ressemblait à ce que l'IA avait régénéré. Et dans ce cas-là, l'outil, moi, c'est Hive que j'utilise. Vous mettez votre image là, tout simplement. On va mettre mon image de tout à l'heure. Hop. Et là, il risque de me dire que c'est généré par IA, alors qu'à la base, c'est une vraie photo. Mais comme ça a été modifié par IA, on va voir ce qu'il me dit, mais non, on va me dire qu'il y en a pas mal dedans. Mais par contre, sur une photo, vous ne savez pas, vraiment très efficace pour vous dire si ça... En tout cas, si l'IA est rentrée dans le process. Sur le texte, attention, moi je me suis engueulé avec quelqu'un sur LinkedIn qui m'avait accusé d'avoir écrit un post avec IA. Et j'utilise IA, mais rarement pour écrire mes posts parce que j'aime bien écrire. Et là, donc là, il me dit qu'il y a quand même de l'IA dedans, mais pas tout. Donc c'est bien parce qu'il voit qu'il y a des choses vraies, parce qu'il doit détecter que cette partie de photo est vraie, mais qu'il y a toute une partie qui est de l'IA et notamment générée par Gemini. Bravo à lui. Très puissant, hivemoderation.com, je vous recommande. Mais pour le texte, j'ai testé selon 5 outils. Selon 3, il y avait 0% de mon texte qui venait de l'IA, ce qui était juste. Et selon 2, j'avais 88%, mais 94%. Du coup, lequel croire? Donc le mec, je lui dis, bah regarde, il y en a 3 qui disent que c'est zéro
et je te garantis que c'est zéro. Il me dit, ouais, mais sur les 10, 88, 94, comment tu prouves que t'as pas fait IKEA? Et ben c'est là où c'est compliqué en tant qu'enseignant, parce que là, toi, Nicolas, t'as dit, je suis sûr qu'il a fait IKEA, mais pour le démontrer, bah, faut être sûr que les 5 outils disent oui, presque. Faudrait presque que tu testes ces 5 outils, je te les enverrai si tu veux. Ouais, je veux bien, ouais. J'utilise Mais Compilatio parce qu'il y a pas mal d'écoles qui bossent avec oui, Compilatio, tout à fait. qui montrent déjà ses limites. Là, le cas dont je parlais en introduction, un taux de T'as pas compilation, Didia? donc de plagiat de 2%, donc qui doit même pas faire l'objet d'une relecture approfondie, alors que quand l'œil humain se penche dessus, c'est une évidence. Bah, le problème, c'est que c'est pas réellement du plagiat, dans le sens où ça a été Ouais, généré, mais pour autant, c'est pas lui qui a ça, écrit. c'est ça. Avec des styles d'écriture à l'intérieur différents dans le mémoire en plus. Enfin, c'est là où j'étais sûr de mon coup et pour le coup, l'oral m'a donné raison. Ouais, en plus, le mec a pas su bien prompter, quoi. C'est ça qui est Non, rigolo. non, exactement. Bon, en tout cas, il y en a plein. C'est pas très fiable pour l'instant de détecter le texte par IA, mais je vous les enverrai pour que vous les ayez en info. Quels outils sont spécialisés dans la recherche documentaire? Perplexity, Consensus, Chatbase ou Lovable? Une idée, hein. Mais c'est l'occasion de découvrir de nouveaux outils. Voilà. Là, aucune idée. J'ai 4 réponses et les bonnes sont Perplexity et Consensus. Ah bah, je Euh, savais pas que Perplexity faisait ça. Lovable, c'est un outil de création d'appli, vraiment qui est incroyable. Euh, Attends, est-ce que je suis connecté? Oui. Comment je vais voir mes... Ce que j'ai déjà fait dessus. Alors, vous avez 5 crédits par jour, ça c'est cool. Mais attends, comment je vois mon historique? Il m'embête? Bon, bah, je voulais vous montrer ce que je vais faire, sauf que j'ai rien fait sur ce compte-là. Vous écrivez en langage naturel ce que vous cherchez à faire. Par exemple, j'ai un prof d'un CFA pâtisserie qui, en 2 jours de formation, a créé une appli de révision complète pour les 16 modules du CAP pâtisserie. Il y avait un module de cours, un module d'entraînement, un module d'examen. L'étudiant se loguait pour y arriver, donc lui savait qui avait fait quoi, jusqu'où il était allé et là où il avait besoin d'aide. C'était joli, efficace, simple. Il a mis 2 jours pour le faire en expliquant ce qu'il voulait faire et ça le code pour vous. Et vous voyez l'application qui se crée en live, c'est assez impressionnant. Du coup, plus besoin de savoir coder. Après, il faut quand même avoir quelques bases. Mais honnêtement, on apprend vite. Et quand ça sort des erreurs, ben, on va demander à GPT, ça me sortait l'erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous interagissez, vous arrivez à créer des choses assez folles avec cet outil que je vous recommande. Chatbase, c'est un chatbot. À la différence de ChatGPT, c'est vous qui payez et il y a une sorte de consommation limitée au nombre de messages qui sont échangés avec Chatbase. Gros avantage par rapport à ChatGPT, c'est que vous pouvez mettre un site web dedans, là où ChatGPT, c'est que du document. Et vous pouvez en plus lui demander d'aller revérifier les données de ce site web toutes les 24 heures ou tous les mois. Par exemple, si sur votre blog et qu'il y a des nouveaux articles régulièrement, bah, il va comme ça récupérer ces nouvelles données sans que vous ayez à faire un refresh manuel. Et autre gros avantage par rapport à ChatGPT, enfin 2 autres gros avantages, vous avez l'historique des discussions avec Chatbase. Donc vous pouvez voir ce que les gens ont demandé à Chatbase et vous pouvez corriger a posteriori ce qu'il a répondu en disant non, là, c'était pas tout à fait juste. J'aimerais que tu complètes avec ça, ça, ça. Ça, c'est Et bien. en plus, vous pouvez l'intégrer dans des outils tiers. Vous pouvez l'intégrer dans un e-learning, vous pouvez l'intégrer sur votre site web, vous pouvez le partager à l'extérieur de Chatbase. Là où GPT, il faut qu'on ait un compte GPT pour y aller. Par contre, GPT, le gros avantage, c'est que c'est gratuit pour les utilisateurs, là où Chatbase, vous paierez en fonction des usages. Mais intéressant. Et Consensus et Perplexity, donc, sont dans 2 outils qui permettent de faire de la recherche documentaire. Perplexity, en ce moment, c'est gratuit pour ceux qui ont un compte PayPal. Donc, je vous recommande, potentiellement, vous avez 12 mois gratuits. Et vous pouvez lui demander d'aller faire de la recherche académique uniquement sur un sujet. Euh, et normalement, il va chercher que dans les articles scientifiques.
Et là, il répond pas mal. Alors non, il me met des articles dégueulasses là, quand même. Doctissimo, non merci. Donc, faut toujours faire gaffe aux sources parce que là, il m'a mis des articles horribles. Sylvain, Là, ça, est-ce que c'est comme ChatGPT où tu peux lui dire à un moment donné, je veux pas que tu utilises Wikipédia, je veux pas que tu utilises Doctissimo sur Perplexity ou pas? Parce que sur Chat, je crois que c'est possible. Sur Perplexity, est-ce que ça l'est? mais là, normalement, je lui dis que je voulais que des articles scientifiques. Donc, Ok. euh, Comment ça, il n'y a pas d'article scientifique sur Doctissimo? Sois pas mauvaise langue. C'est connu. ah, bah, du coup, là, c'est mieux. Sciences directes, PubMed et Frontiers in Physiologie, beaucoup mieux. Mais il faut lui redire, alors que je lui avais demandé à la base, normalement, d'être que dans un article scientifique. Et là, dans les sources, il me met quoi? Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, voilà Perplexity, qui peut être intéressant. Il faut s'en méfier, parce que moi, j'ai réussi à le faire dérailler, mais comme tout outil d'IA, avec cette question, comment utiliser la théorie des intelligences multiples pour améliorer mes formations? Et bah, il me dit comment faire. Sauf qu'après, je lui pose une deuxième question, est-ce que ça valide scientifiquement? Et il me dit non. Sauf qu'il me le dit pas au début. Donc faire gaffe de j'ai suivi une formation, c'est génial, ils m'ont parlé de ça, comment je fais pour améliorer mes supports, mes contenus? Ben, il va pas vous dire attention, la science dit que ça sert à rien et que c'est pas justifié aujourd'hui. D'où toujours ce côté de bah, enfin parce que c'est un outil Perplexity va se positionner comme le nouveau Google. En fait, sur un sujet, ça vous permet de trouver toutes les sources et de vous faire un résumé de ces sources. Mais comme il les priorise pas, il les pondère pas, vous aurez aussi bien le blog de Juju qu'un article du monde.fr. Et lui prend les deux en considération de la même façon. Ce qui m'interroge, mais ce qui est le même cas sur GPT, hein. Pour moi, ce ne devrait pas être un des usages de l'IA. Ça n'empêche qu'en ce moment, c'est gratuit si vous voulez avoir un Perplexity Pro pour faire plein de choses dessus. Moi, je n'en vois pas beaucoup d'usages. Je n'arrive pas à utiliser parce que je suis jamais très content de ce que ça me sort. Et j'ai un petit côté, j'aime bien faire mes propres recherches et apprendre en lisant et en me faisant ma propre synthèse. Et une fois que je maîtrise, je veux bien utiliser un Perplexity pour qu'il m'écrive quelque chose, pourquoi pas. Mais j'ai besoin de moi me faire la synthèse avant de lui demander, en fait. Voilà, c'est mon usage. Et consensus, par contre, ça, j'utilise pas mal parce que lui, il va chercher que dans la recherche, enfin que dans les articles scientifiques. Et, euh, et en plus, il vous donne accès après aux articles. Je vais montrer à quoi ça ressemble. Mais ça, j'utilise beaucoup, moi, dans le cas du fact-checking, où ça va nous sortir des articles scientifiques sur un sujet en les priorisant. Et après, je peux aller les lire, moi, parce que ça n'empêche que lui me donne un avis. Mais il me dit, comme là, il n'y a pas au moins 5 papiers, ben, on ne peut pas définir, ce qui est une très bonne réponse, contrairement à Perplexity. On voit que c'est plus des scientifiques là. Ouais. Et ça vous dit à peu près est-ce que ça a marché ou pas, dans quel cadre, avec les limites et les précautions, qui est notamment effet très modeste et étude très limitée pour l'instant en taille en diversité de population. Mais vous avez accès aux articles si vous voulez les lire et les retrouver. Donc ça, cet outil, moi, je le trouve très puissant, il est gratuit, très intéressant quand on veut creuser des sujets. Et en plus, il est très à jour, parce qu'on voit qu'il y a des articles de 2024, 2025, et que vous avez tout dedans. On continue, il ne reste plus beaucoup. Dashtun, c'est principalement utilisé pour produire des podcasts, traduire des textes, générer BD ou créer des avatars. Vous aviez Je vu connais Dashtun ou pas ce pas? produit. Pardon? Je connais pas ce produit. Ok. Ouais, moi, je l'utilise chez Kanto, il l'aime pas trop, c'est pour ça qu'il ne vous l'a pas montré. Il y a un indice dans le nom, je pense. Tout à fait, pour les anglophones. Et la bonne réponse est générer des BD. Bravo. Euh, il est long. Il est long à sortir, la BD. Mais par contre, elle est plutôt très quali. Vous pouvez choisir plein de personnages. Enfin, plus il y en a, plus vous avez des risques de perte de cohérence. Il va vous faire un 10 cases de base. Après, vous pouvez en créer d'autres. Ça ressemble pas aux BD de ChatGPT. Parce que je trouve que les BD de ChatGPT, elles se ressemblent un peu toutes. On les voit de loin. Là, vous avez plein de styles. L'outil est assez beau, mais complexe.
Le gros inconvénient, c'est que vous pouvez pas exporter ces BD. En gros, eux, c'est un outil de narration visuelle, comme ça se fait beaucoup au Japon. Donc là, vous en avez plein, vous pouvez les lire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oh, putain, les 40 épisodes. Wow. Ah, ils se sont fait des vrais mangas ultra complets. Et donc, ça se lit comme ça, et vous voyez, ça ressemble vraiment à de la BD. Ce que je fais, moi, c'est que je fais des captures d'écran, et après, je les mets dans autre chose, potentiellement. Voilà. Et ça peut pas s'enregistrer du quelque... Mais si on fait un clic, enfin, je sais pas. Non. Ah, mais tu fais un truc... Si, tu peux, mais ça te fait un bandeau. Ah non, c'est que la case, là. Bah, sinon, tu fais des enregistrements case par case. Comme ça. Mais du coup, ça te fait... Tu peux pas sortir la BD propre comme tu veux. Mais Alors, après, tu la mets ailleurs, quoi. ouais, moi j'utilise Brave et on peut accéder aux sources de la page web, hein. Ok. Donc Bah, du peut-être coup, qu'on fera comme ça, ouais. peut-être que tu pourras jouer. L'avantage, c'est que tu as plein de styles graphiques dedans et que tu peux tout modifier dans chaque case. Enfin, voilà, faut le prendre en main. Si tu es issu du monde de l'illustration de la BD, tu peux t'éclater. Pour un non spécialiste, bah, il y aura un temps de prise en main qui est un peu long. Mais je trouve, moi, l'outil bien plus intéressant que les BD de ChatGPT. Ouais, parce que putain, il y a du taf là. On a l'impression de voir du manga, hein. Ouais, c'est propre, hein. Et tout ça, c'est généré par IA. C'est assez balèze. Et les graphistes ont vraiment du souci à se faire, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah après, non, parce que s'ils utilisent ça, ils peuvent gagner du temps aussi, parce qu'il faut être graphiste pour faire des jolies choses comme ça. C'est pas si facile à faire. Mais je vous recommande d'aller tester, il est cool. Et le jour où vous le testez, faites autre chose en parallèle, hein, parce que quand vous lancez votre prompt, il va mettre au moins 30 minutes à vous sortir vos 10 premières cases. Donc il va falloir attendre et faire autre chose. Autre outil? Non, pas autre outil. Quelles compétences deviennent encore plus essentielles avec l'IA? L'esprit critique, le copier-coller, la capacité à écrire des prompts efficaces et ou l'analyse et le raisonnement. Il y a bien sûr plusieurs réponses possibles. J'ai quatre réponses. Est-ce qu'elles sont toutes justes? J'espère. Sinon, je vais compter auto. Bravo à tous. Pas besoin de revenir là-dessus. Vous avez tout en tête. Notebook, qui est l'outil préféré d'Anto. Est-il principalement destiné à créer des mind maps? Enfin, est-il destiné à créer des mind maps, résumer et organiser les connaissances, générer du code et ou créer des vidéos? Plusieurs réponses possibles à nouveau. Il fait plusieurs choses là-dedans. Et que si vous ne l'avez pas trop utilisé, je vous recommande parce que pour la révision, il est vraiment extra. Et il vous manquait juste créer des vidéos, qui est la nouvelle fonctionnalité qui est proposée par Notebook, qui fait des vidéos motion. Alors, c'est pas génial, enfin, c'est pas vendable, mais c'est quand même sacrément balèze pour faire une synthèse d'un sujet complexe et pour le diffuser en classe ou pour réviser un sujet. Mais ça fait des mind maps. Et soit c'est vous qui lui apportez vos connaissances et vous lui demandez de faire une synthèse, soit vous demandez sur un sujet d'aller chercher des sources et vous les sélectionnez avant qu'il fasse la synthèse. Contrairement à Perplexity, vous pouvez avoir le choix des sources qu'il va prendre pour après faire la synthèse. D'où moi je le préfère à Perplexity. Et il peut vous faire aussi du podcast que j'ai pas écrit Ouais. là. Vraiment outil très complet, très quali. Après, pareil, moi le podcast, je peux pas le vendre, je pourrais pas l'utiliser professionnellement parce qu'il y a plein de choses qui me vont, enfin, qui sont pas parfaites. C'est largement suffisant pour la révision, mais c'est là où moi j'utilise un autre outil derrière pour potentiellement créer des podcasts. Je sais pas si c'est pas la question d'après, donc je peux pas vous le dire tout de suite. Non. Autre question compliquée. Quels outils servent à l'automatisation de tâches et d'agents IA? Suno, Make, N8N et ou Gamma. Oh, c'est pour les chansons, ça. Ouais, tout à fait. Bien joué. C'est pour vous piéger. Il y a plusieurs réponses possibles. Et les bonnes sont Make et N8N. Make qui s'appelait anciennement Integromat. Gamma, c'est du support de présentation, c'est ce que j'utilise moi. Et Ça Gamma, je fait... pensais que ça pouvait aussi servir d'agent IA, non? Non. Agent IA, c'est un outil où tu vas lui dire tous les matins, tu me collectes mes newsletters, parce que je te donne les flux RSS de mes newsletters. Tu m'en fais une synthèse et tu m'envoies cette synthèse automatiquement dans Discord, dans Teams ou par mail. Et Gamma, Et, il peut pas faire ça? non, Gamma, il fait juste de la presse et c'est toi qui lui apportes les documents.
Ah, d'accord, je croyais qu'on pouvait, d'accord. Après, tu pourrais l'intégrer dans un agent, parce que maintenant, il y a une API depuis peu, et tu peux lui dire, bah, à partir de ces newsletters, tu m'en fais une présentation, mais c'est l'agent qui va demander à Gamma de faire la présentation. Ouais, je comprends. C'est pas Gamal qui le fait tout seul. Make, c'est une version payante, pas chère, enfin, pas trop dure à prendre en main. N8N, c'est la version open source compliquée à prendre en main, mais beaucoup plus complète, qui est intéressante. Mais avant d'aller là-dedans, enfin, c'est le niveau 2, c'est la formation niveau 2, parce que c'est un peu plus costaud. Mais c'est des outils intéressants à connaître parce que, après, moi, j'ai pas de temps, je me suis pas mis encore d'agent IA en place. Parce que j'ai pas tant d'usage où je suis prêt à donner une journée de mon temps pour le configurer bien et pour qu'il fasse le boulot à ma place sur des choses. Je n'arrive pas à trouver les cas d'usage suffisants, en tout cas. Voilà. Moi, je le fais pas. Et c'est fini. Et normalement, on a un résultat quelque part. Et c'est Céline qui a le plus de points. Bravo. Félicitations. Merci. Devant Cathy. Je repars sur ma presse. Et maintenant, on rentre dans ce qui vous intéresse. On Les peut fermer consignes. Google Clap. Ouais, tu peux fermer vos claps. Et attends, je vais